Salut tout le monde! Avant toute chose, je voulais vous remercier de tous vos commentaires bienveillants et encourageants. Je suis vraiment contente de voir ma communauté grandir petit à petit. C'est un vrai carburant pour moi que de vous lire et de vous voir de plus en plus nombreuses et nombreux sur la chaîne. Alors bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo et si vous êtes tombé par hasard sur ma chaîne aujourd'hui et que votre trip c'est les histoires creepy, flippantes et surtout incroyables mais vraies, vous êtes pile au bon endroit car j'adore lire sur ces sujets et vous raconter les pépites que je trouve. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à commenter et liker. C'est gratuit et ça m'aide énormément à me faire une petite place dans le référencement de YouTube et à garder mon énergie haute pour continuer à poster. Pour revenir à l'histoire d'aujourd'hui, elle nous emmène au mont de la superstition en Arizona, où le soleil brûlant projette de longues ombres parmi les sommets déchiquetés. Un endroit qui a attiré d'innombrables âmes à la recherche d'un trésor dont on dit qu'il est gardé par des forces invisibles. Nous allons particulièrement parler de Adolph Ruth, un aventurier improbable qui s'était lancé dans une quête à la fois captivante et inquiétante. Moi c'est Gaïa et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. Le 14 juin 1931, en fin d'après-midi, le docteur Adolph Ruth est finalement descendu de son âne après une longue chevauchée à travers les monts de la superstition. Ce nom ne s'invente pas et vous allez voir qu'il le vaut bien. Donc, le docteur Ruth, qui est un homme de 59 ans, profite d'être enfin sur ses propres jambes pour se dégourdir un peu. Il avait pas mal de crampes à force d'avoir chevauché presque toute la journée. Ruth est un vétérinaire du gouvernement à la retraite qui travaillait à Washington et qui s'est reconverti en chasseur de trésors. C'était un petit homme chétif qui portait des lunettes et qui boitait d'une jambe. Cette boiterie date d'environ 12 ans, lorsqu'en décembre 1919, il s'était fracturé la hanche alors qu'il était sur les traces d'un autre trésor en Californie, plus exactement dans le désert de Lanza Borrego, pas très loin des sources chaudes de Warners et de la montagne Borrego. Ruth a failli mourir ce jour-là et est resté allongé impuissant plusieurs heures dans le désert avant d'être retrouvé par des gens qui faisaient partie d'une expédition de recherche qui le visait et qui était organisée par son fils Erwin Cleve Ruth. Tout ça en fait pour vous dire qu'il n'était pas à sa première expédition. Il n'était pas novice quoi. Il a regardé le paysage qui l'entourait. Un paysage vraiment impressionnant pour le commun des mortels, mais pas pour lui. Malgré son aspect fragile et chétif, il n'était pas du tout impressionné par cette étendue de pics montagneux vertigineux qui l'entouraient de toutes parts. Haut dans ces montagnes, on trouvait des grottes abandonnées qui avant servaient d'habitation pour certaines communautés. Et entre ces montagnes s'étendaient des canyons tortueux dignes des labyrinthes les plus compliqués. Il faut savoir que les monts de la superstition sont des massifs de montagnes localisés à l'est de Phoenix en Arizona. L'environnement y est assez aride et désolé. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous deviez traverser ces montagnes, vous pouvez être sûr que vous passeriez des jours et des jours sans croiser d'autres personnes. Ruth se tenait dans un endroit appelé Willow Springs dans le West Boulder Canyon. Et en admirant ces massifs montagneux qui l'enveloppaient, il avait un sourire béat aux lèvres. Mais pas parce qu'il était impressionné par le paysage, ça je vous l'ai déjà dit. Non, il souriait autant parce qu'il savait. En fait, il était convaincu que cet endroit allait le rendre riche. Il allait être la toute première personne à trouver la mine Peralta ou l'Hollandais perdu, qui est soi-disant une mine d'or dont on ne connaît pas l'endroit. Et cette même mine aurait coûté la vie à des centaines de chasseurs de trésors dans ces mêmes montagnes. Mais alors, pourquoi Ruth allait faire exception, vous me direz? La réponse est simple, il avait un avantage certain. Une carte au trésor qui lui indiquait précisément où se trouveraient ces mines. Cette carte remonte à la période de la Révolution mexicaine. Il l'avait obtenue de son fils Erwin, qui l'avait personnellement reçue d'un officier mexicain en guise de remerciement parce qu'il lui avait sauvé la vie.
L'officier l'avait apparemment obtenu lui-même d'une famille qui faisait de l'exploitation minière dans les monts de la superstition. Cette famille l'aurait dessiné juste avant de se faire massacrer dans ces mêmes montagnes. En y pensant, presque machinalement, Ruth a plongé sa main dans son sac bandoulière et a tâtonné les bords de la carte pliée dans son journal, comme pour se rassurer qu'il l'avait toujours sur lui. À ce moment, il a été sorti de ses pensées par l'hennissement d'un cheval. Il s'est alors retourné vers les 2 cow-boys qui l'avaient accompagné jusqu'à cet endroit. Ruth savait parfaitement ce que pensaient ces 2 guides de lui, et ce, depuis le jour où il leur a demandé de l'emmener à ce spot particulier dans ce désert. Ruth avait débarqué en Arizona à la mi-mai et a réussi à convaincre Leroy Purnell et Jack Keenan, 2 cow-boys qui travaillaient pour le ranch Berkeley, à l'emmener jusqu'à cet endroit où il se trouvait actuellement. Même le propriétaire du ranch était contre l'idée et pensait, comme ses employés, que ce vieil homme était une petite chose fragile. Mais ça offensait profondément Ruth, qui leur a clairement dit qu'une fois sa destination atteinte, ce qui est le cas, il les paierait et ils pouvaient partir, qu'ils pourraient se débrouiller seuls par après. Bien que c'était l'entente, les 2 hommes avaient un petit peu d'hésitation à partir. Et surtout, ils se sentaient pas à l'aise à laisser ce vieil homme tout seul. Après tout, d'autres hommes plus robustes et plus jeunes ont trouvé la mort dans ces montagnes. Donc, peut-être pour avoir un petit peu la conscience tranquille, l'un des 2 cow-boys s'est raclé la gorge et a mentionné à Ruth que ce n'était peut-être pas une si bonne idée que ça que de rester seul dans cet endroit. Mais face à l'obstination de l'homme, ils ont fini par prendre leur paye et repartir d'où ils venaient, le laissant livrer à lui-même dans cet endroit hostile. De son côté, Ruth se sentait fière et apaisée de s'être enfin débarrassée de ces gars qui le sous-estimaient. Mais une fois réellement tout seul, le paysage qui l'entourait devenait soudainement beaucoup plus intimidant et menaçant. Un sentiment d'inquiétude et une sueur froide a d'un coup traversé son corps. Mais Ruth s'est vite rassurée. Il s'est rappelé à lui-même qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait, qu'il n'était pas aussi fragile qu'il pouvait le sembler et surtout qu'il connaissait parfaitement l'endroit où il se trouvait car il avait une carte pour le guider. Ruth s'est surtout rappelé qu'au bout de ce voyage, il rentrerait chez lui aussi riche et célèbre que Crésus. Rien de mieux pour pumper le moral, quoi. Ceci étant, il est remonté sur son âne et a commencé à tranquillement s'enfoncer dans le canyon. Lorsque le soleil a piqué vers l'horizon, Ruth s'est dit qu'il serait temps de s'arrêter pour la nuit. Il a installé son campement dans une petite clairière et une fois son feu allumé et son ventre plein, il a sorti sa carte pour la consulter. Alors qu'il tenait la carte, il a remarqué cette énorme formation rocheuse ressemblant à une gigantesque pierre tombale devant lui. Elle a attiré son attention car, à première vue, elle ne se trouvait pas sur sa carte et surtout, son aspect l'a un petit peu effrayé. Du coup, il s'est efforcé à retourner à l'étude de sa carte. Et c'est là qu'en y regardant de plus près, il s'est rendu compte que cette roche est indiquée sur sa carte avec même une flèche qui y pointait avec l'indication aiguille de Weaver, qui est le nom qu'on lui donne en fait. Selon la carte, le trésor serait juste à côté de l'aiguille de Weaver, donc à côté de cette roche. Ruth était aux anges. Maintenant, il savait parfaitement vers où se diriger. Lorsque Ruth a fini d'étudier sa carte, l'intérieur du canyon était complètement sombre et silencieux. Et alors qu'il commençait à s'adapter à cette atmosphère, le silence a été brisé par un bruit venant du haut des murs du canyon. Un bruit de pas de sabots qui résonnait dans tout le canyon et qui semblait se diriger vers lui. En entendant ces bruits, Ruth était rassurée. Il se disait que c'était sûrement les 2 cow-boys qui l'accompagnaient qui sont venus pour rester avec lui. Probablement qu'ils n'arrivaient pas à se résoudre à le laisser seul. Ruth ne les voyait pas encore émerger de la pénombre, mais il était heureux à la perspective d'avoir leur compagnie. Ça permettrait de rendre cet endroit un peu moins lugubre et oppressant. Du coup, il a crié pour signaler sa présence et pour dire qu'il était là. Sauf que plusieurs secondes ont tiqué sans qu'il n'ait aucune réponse. Et les bruits de sabots ont complètement cessé pour faire sombrer le canyon dans le silence absolu, encore une fois. Et comme si ça n'était pas déjà assez flippant pour Ruth, tout d'un coup, il a commencé à entendre des hurlements de coyotes partout autour de lui. Vous imaginez bien l'état de Ruth, il était complètement terrifié. Tous les lores et les histoires autour de cet endroit ont tout d'un coup bouillonné dans sa tête.
Il s'imaginait ses prédateurs se cachant dans l'ombre et traquant les gens qui s'aventuraient dans ce canyon. Et ça ne faisait que le rendre encore plus flippé et anxieux. Voyant qu'il allait sombrer dans la paranoïa s'il continuait ainsi, il a pris une grande inspiration et a décidé d'éteindre son feu, ce qui le rendrait moins repérable, et de se coucher. Ruth s'est glissée dans sa tente et s'est allongée dans son sac de couchage. Au début, il ne pouvait pas s'empêcher d'être attentif au bruit à l'extérieur, puisque techniquement, il n'était pas réellement en sécurité dans sa tente. S'il venait à être attaqué, le tissu de la tente ne résisterait pas vraiment, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, Ruth a écouté attentivement les bruits ambiants pendant un moment, mais il n'y avait littéralement plus aucun bruit. Ni sabots, ni hurlements de coyotes. C'était juste le calme absolu. Un calme qui a fait que Ruth a fini par s'endormir. Au bout d'un moment, il s'est réveillé, mais d'un coup. Il s'est assis et a regardé dehors à travers les moustiquaires de sa tente. Mais il faisait encore sombre et le silence était tout aussi oppressant qu'il l'avait laissé. Ruth a plissé les yeux en essayant de fixer l'obscurité. Et il commençait à être un petit peu rassuré quand il les a vus. 2 yeux se déplaçaient furtivement assez loin de sa tente, mais pas aussi loin qu'il l'aurait souhaité. Le pire, c'est que cette paire d'yeux, tout en se déplaçant, le fixait sans cligner une seule fois. Cette vision a fait s'envoler l'anse de sécurité que Ruth commençait à avoir. Son cœur a commencé à tambouriner contre sa poitrine lorsqu'il a compris, impuissant, que quelqu'un ou quelque chose dehors l'a prise pour cible. Il était surtout sur le point de crier de terreur quand, soudain, les yeux ont cligné une fois, puis ont disparu. Pétrifié et chargé à bloc en adrénaline, sans détacher ses yeux de la noirceur extérieure, Ruth a tâtonné à côté de lui pour récupérer son arme. Il l'a tenue en visant cet extérieur menaçant et a crié à plein poumon au potentiel agresseur pour lui dire qu'il était armé et qu'il n'hésiterait pas à se servir de son arme s'il venait à le revoir. Mais bien sûr, il a eu un silence de tombe comme seule réponse. Ruth, les nerfs à vif, est restée éveillée pendant plusieurs heures en fixant anxieusement l'extérieur, se demandant si cet animal, cette personne ou quoi que ça puisse être était encore à proximité. Mais au bout d'un moment, sans voir réapparaître les yeux et voyant que rien ne semblait troubler le calme ambiant, il a décidé de se recoucher. À son réveil le lendemain matin, il est immédiatement sorti et est allé inspecter l'endroit où les yeux se trouvaient la veille. Il espérait trouver des traces de coyotes qui expliqueraient son expérience de la veille, même si, au fond de lui, il savait pertinemment que ce n'étaient pas des coyotes. De toute façon, les yeux ne ressemblaient pas à des yeux de coyotes. Sur le chemin qui menait à l'endroit où il aurait vu les yeux, il a spoté pas mal de traces de coyotes, justement. Il était rendu à environ 6 mètres de sa tente et commençait à relativiser quand il a vu autre chose qui lui a glacé le sang. C'était toujours des traces, mais pas celles de coyotes. Il y avait des empreintes de pas humains, de petites empreintes de petits pieds nus. Et pendant un instant, Ruth s'est dit que c'était peut-être ses traces à lui, puisqu'il avait des petits pieds lui-même. Mais il s'est vite ravisé, car de un, il n'est jamais venu dans ce coin, et surtout, il n'a jamais marché pieds nus. Puis, en suivant cette piste de traces, Ruth a remarqué que ces petites empreintes, apparemment humaines, se sont dirigées vers sa tente et ont tourné autour plusieurs fois sans repartir. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'empreinte qui repartait. C'est comme si cette personne ou cette chose a tourné autour de sa tente à l'infini jusqu'à disparaître. De dire que Ruth était terrifié est de l'euphémisme. Il a rapidement empaqueté ses affaires et s'est dirigé vers l'aiguille de Weaver. Vous savez, la fameuse formation rocheuse à côté de laquelle se trouvait la mine. Il voulait vite trouver son trésor et déguerpir de cet endroit. Après avoir chevauché son âne pendant quelques heures, Ruth était assez proche de l'aiguille de Weaver. Il était littéralement dans son ombre. Il a alors sorti sa carte et a compris que le trésor était justement censé se trouver dans l'ombre de l'aiguille. Ruth était hypé de savoir qu'il n'était plus très loin de son but. Il a continué de suivre sa carte du mieux qu'il le pouvait et lorsqu'il a tourné dans un coin derrière une formation rocheuse, il a vu droit devant un grand mur de cactus avec des têtes de hache plantées dedans.
Un peu comme si on avait frappé le cactus avec la hache puis brisé le manche. Mais pas une fois, pas 2 fois, mais une dizaine de fois. Donc une dizaine de haches plantées dans le cactus. Ruth a reconsulté sa carte et a remarqué qu'il y a un dessin qui ressemblait un peu à ce cactus orné de haches. Il était intrigué, mais surtout content car sa carte semblait être extrêmement précise pour le coup. Maintenant, tout ce qu'il avait à faire était de croiser le cactus avec l'aiguille de Weaver et son ombre pour savoir exactement vers où il devrait se diriger. Après quelques tentatives d'orientation avec la carte, il l'avait. Un chemin tout droit qui irait directement à la base de l'aiguille de Weaver. C'était probablement là qu'il devrait creuser. Ruth a alors sauté de son âne, attrapé sa pioche et a commencé à marcher dans la direction où il devait creuser. Mais juste avant d'y arriver, il a entendu un bruit derrière lui. Un bruit qui l'a fait instinctivement se retourner. Le temps qu'il voit ce qui était derrière lui, c'était déjà trop tard. Une explosion a détonné et tout est devenu sombre. Le 20 juin 1931, soit 10 jours plus tard, ne voyant pas Ruth revenir, Tex Barkley, qui est le propriétaire du ranch où Ruth a recruté les 2 cow-boys, a pris ces 2 cow-boys-là avec lui et est parti à sa recherche. Ils ont retrouvé le campement de Ruth qui semblait abandonné. Ils ont alors fouillé tout le secteur jusqu'à l'aiguille de Weaver, mais ils n'ont trouvé aucune trace de l'homme. Ils ont alors déclaré sa disparition aux autorités. Pendant les 45 jours qui ont suivi, une grande battue a été lancée pour retrouver Adolph Ruth. Ils ont réussi à suivre ses traces de Willow Springs jusqu'à un endroit sur la pente est de Blacktop Mesa. Mais malgré ça, ils n'ont pas réussi à le retrouver et les recherches ont dû être suspendues. 3 mois et demi plus tard, le docteur Adolph Ruth a été déclaré officiellement mort, même si son corps n'avait pas été retrouvé. Et un peu plus tard, le 10 décembre 1931, alors qu'un autre groupe d'explorateurs était à côté de la fameuse aiguille de Weaver, ils ont fait une découverte macabre. Ils ont trouvé un crâne humain qui traînait au sol. Ce crâne avait 2 trous béants sur le côté. Et vous l'avez dans le mille, c'était bien le crâne de Adolph Ruth. 1 mois après cette découverte, soit en janvier 1932, le shérif Jeff Adams et un certain William A. Barkley ont trouvé le reste du squelette dans un petit affluent sur le versant est du Blacktop Mesa. En gros, le squelette du corps a été retrouvé à environ 1 kilomètre de là où on avait trouvé la tête. Bien que la découverte du corps de Adolph Ruth a fourni un certain sentiment d'apaisement à sa famille, dans le sens où là au moins ils peuvent l'enterrer et se recueillir sur sa tombe puis ils savent qu'il est réellement mort et pas simplement disparu, d'un autre côté, ça a surtout approfondi le mystère de ce qui a dû lui arriver dans ces montagnes. Il faut dire qu'en plus du fait que le crâne et le corps de l'homme ont été retrouvés à 1 kilomètre l'un de l'autre et que son crâne semblait avoir 2 trous sur le côté, lorsque la battue a été faite 10 jours après sa disparition, les autorités avaient minutieusement fouillé son campement à la recherche d'indices. Ils avaient alors retrouvé son journal de voyage qui comprend pas mal des détails que je vous ai racontés. Ils ont aussi retrouvé sa carte au trésor, qui est maintenant connue comme la Peralta Map, et surtout, ils ont retrouvé son chéquier qui était rempli de son écriture, ce qui est logique, sauf que dans la dernière page du carnet de chèques, il y avait une phrase qui semblait avoir été écrite récemment. Elle disait « Veni, vidi, vici », ce qui se traduit par le célèbre « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Tout ça pourrait paraître relativement normal, vous me direz. Après tout, l'homme était sur le point de trouver son trésor. Mais non, ça n'est pas normal puisque l'écriture ne correspond pas à celle de Ruth. Elle est complètement différente du reste de l'écriture qui remplissait le carnet et le journal. L'auteur de cette phrase est inconnu, mais la théorie voudrait que ce soit l'assassin présumé. C'est d'ailleurs à cause de cette phrase que tout le monde a pensé que Ruth touchait réellement au but, qu'il était sur le point de trouver le fameux trésor et que les légendes sur les protecteurs de ce trésor étaient vraies. Que ces humains, ou quoi qu'ils soient, se cachaient dans le canyon et tuaient toute personne qui était sur les traces du trésor. Et leur note voulait dire qu'ils sont venus voir et ont vaincu Dr. Ruth. L'histoire pourrait bien s'arrêter là, mais non. Parce que 13 ans plus tard, donc en 1945, Barry Storm,
un explorateur assez connu à l'époque, a publié un livre relatant le voyage qu'il avait lui-même entrepris pour tenter d'expliquer ce qui est arrivé à Adolf Ruth. Il a raconté que lorsqu'il était dans les monts de la superstition, quelqu'un aurait commencé à lui tirer dessus. Il s'était alors mis à couvert puis a tenté de localiser la source des coups de feu qui semblaient venir de loin, mais il ne pouvait voir personne. Il a alors attendu quelques heures et voyant qu'il ne semblait plus y avoir de menace, il s'est remis à marcher pour s'engouffrer encore plus loin dans le canyon. Mais à peine eut-il fait ça que les coups de feu ont repris de plus belle et ils l'ont forcé à fuir cet endroit. Barry a ajouté que la personne qui lui tirait dessus ne semblait pas vouloir le tuer, mais faisait plus des tirs de sommation, comme pour le dissuader de continuer et le prévenir qu'il allait le tuer si c'en était. Il faut savoir que malgré le nombre d'événements étranges qui entouraient la mort de Ruth, notamment les traces de balles dans son crâne, le fait que son crâne et son corps soient séparés de 1 kilomètre et surtout la note manuscrite étrange dans ses affaires, mais qui n'est pas de lui, les autorités ont préféré déclarer sa mort de cause naturelle. Après tout, il serait possible que les animaux ont décapité l'homme après sa mort et transporté sa tête. Et on aurait juste pu dire « Ok, le légiste a probablement remarqué des choses que nous n'avons pas vues, mais qui font que la mort soit naturelle. » Mais il y a un petit hic. Ce qui rend le truc fou est le fait qu'il y ait encore une copie non signée et non validée du docteur Alex Ehrlichia, qui est le légiste qui a fait l'autopsie de Ruth, et cette copie atteste que Ruth est mort d'une blessure par balle à la tête. Étrangement, ce rapport n'a jamais été accepté par les autorités de l'Arizona qui ont préféré déclarer la mort naturelle. À ce jour, bien qu'environ 9000 personnes visitent ces canyons chaque année à la recherche du trésor perdu des Hollandais, personne ne l'a jamais trouvé. La Peralta Map est disponible sur Internet. D'ailleurs, si vous êtes curieux de la voir puis de la comprendre, j'ai mis en description un article qui l'analyse en détail justement. Maintenant que vous savez tout ça, selon vous, est-ce que ce trésor existerait vraiment ou c'est juste une légende parmi tant d'autres? Et abstraction faite du trésor en tant que tel, qu'est-il arrivé à Adolf Ruth? A-t-il été tué dans ces montagnes ou était-il mort de cause naturelle? Et surtout, si l'assassin de Ruth et des autres chasseurs de trésors est une personne et pas une créature, du moins en supposant que les trous soient dus vraiment à des balles, quelle personne s'acharnerait pendant des décennies à protéger ce site? Je pense que c'est possible aussi que ce soit un genre de culte ou une tribu inconnue qui protège l'endroit au fil des siècles. Si c'est le cas, pourquoi décapiter l'homme et pourquoi il n'a pas été retrouvé pendant les 45 jours de recherche s'il avait été tué? Après tout, on s'imagine qu'une tête est facile à déceler, surtout quand on parle d'un désert aride et que la zone de l'aiguille de Weaver a été passée au peigne fin. Bref, tout un tas de questions sans réponse, mais tout ce que je peux dire, c'est que personnellement en tout cas, je ne pense pas que ça tienne du paranormal ou des cryptides, mais peut-être qu'il y aurait un genre de secret qui est encore bien gardé et que, d'une manière ou d'une autre, les autorités, au moins de l'époque, étaient au courant. Sinon, pourquoi déclarer un homicide comme une mort naturelle? Mais après, je vous rappelle, c'est juste mon avis comme ça en lisant l'histoire, mettons c'est plus un guess qu'une réelle analyse, et ça reste possible que ce soit un beau mix entre paranormal et rationnel. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire. Et avant de partir, je tenais à vous remercier encore une fois de votre bienveillance et à vous dire à quel point je suis vraiment aux anges de vous voir de plus en plus nombreuses et nombreux sur ma chaîne. Vous n'imaginez pas comme ça me booste en fait. Et en attendant de vous revoir bientôt, je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou même nuit si vous m'écoutez pour dormir. Amusez-vous comme Jaja, profitez à max de la vie, mais surtout, restez safe. Ciao!